bienvenue à notre toute premier épisode en vidéo de Entre briques et bureaux. Notre nouveau concept de podcast, nous allons introduire dans le fond un segment qui va être de la théorie et ensuite un segment qui va pouvoir appliquer cette théorie-là en pratique. Puisqu'on le sait que dans la vraie vie, des fois, la théorie appliquée en pratique, ça se passe vraiment pas comme on le veut. Alors nous, on aide à faire un petit peu la traduction entre la théorie et la pratique et comment ça s'applique dans la réalité. Et qui de mieux que de recevoir Marie-France, la fondatrice de la compagnie Les Filles de la construction, pour cet premier épisode. Merci Marie-France d'être ici aujourd'hui. Allô Frédéric, je suis contente d'être avec vous. Ça fait bien plaisir. Écoute, Marie-France, parle-nous un petit peu de comment tu as commencé dans cette industrie merveilleuse de la construction et comment tu t'es rendue à où tu es aujourd'hui? Ben, en fait, quelque chose qui est super important de savoir, c'est que au départ, je n'étais pas du tout dans l'industrie de la construction. J'étais vraiment là. Ben bref, j'étais la parfaite cliente qui connaît rien, là, la petite madame gossante qui pose pas les bonnes questions, qui appelle pas la bonne personne, qui t'écrit des courriels en tout temps et qui comprend pas pourquoi tu réponds pas, là. Genre, cette cliente-là, oui, c'était moi. Et puis, j'ai décidé d'acheter un plex à Montréal avec mon chum en 2019 parce que je voulais avoir une maison, puis je trouvais que ça avait l'air excitant comme projet. C'est un immeuble centenaire. Je m'étais dit, on va rénover la cuisine, la salle de bain. Puis là, je me suis dit, on va mettre un budget de fou pour que ce soit exactement comme on veut. Mais tu sais, mon budget de fou, c'était genre 200 000 $, là, tu sais. Oui, parce que dans les émissions qu'on voit de déco, c'est ça. Ben, on met ce budget-là, puis tout va bien, puis ça... Ben, on s'entend que tu sais, pour une cuisine puis une salle de bain, ça aurait été vraiment un budget de fou, en effet, là. Oui. Ça aurait été cher. La réalité, cela dit, c'est que je n'avais pas du tout compris, comme... la complexité de la chose. Ben, surtout la complexité de mon immeuble, qui avait franchement besoin de beaucoup, beaucoup plus que d'une cuisine et d'une salle de bain. Avant même de rentrer dans les choses esthétiques, on a dû soulever l'immeuble, enlever les fondations, ajouter un autre étage, mettre le drain français, changer les fenêtres, changer la brique. Et là, tu sais, vous m'entendez, puis tout le monde qui se connaît un petit peu en construction, ils sont en train de se dire, oh mon Dieu, son budget de 200 000 $. Les sous-montes, les sous-montes, les sous-montes. Oui, voilà, tu sais, c'est comme, c'était plus existant la première étape que je viens de mentionner, là, dans tout ça. Et donc, je me suis retrouvée au milieu d'un projet de construction, au milieu de la COVID, avec des entrepreneurs qui me ghostaient, avec des entrepreneurs qui arrêtaient de me répondre, avec des entrepreneurs qui me disaient genre « Ah oui, ça va être tel prix », puis qui me doublaient le prix en cours de route, avec des entrepreneurs qui étaient toujours en train de me dire que tout était de ma faute, même quand c'était eux qui faisaient des erreurs. Fait que le parcours idéal pour la rénovation. Genre le parcours idéal pour la rénovation. Pendant ce temps-là, on avait évidemment plus d'argent. Moi puis mon chum, on se chicanait. C'était le temps de laisser notre logement puis de déménager. Les rénovations étaient pas terminées. Tu sais, c'est comme... En même temps, on peut en rire. Moi, je pensais que j'étais la seule qui vivait ça comme ça pendant que je le vivais. Ce que j'ai réalisé par la suite, c'est qu'on est quand même beaucoup de gens à vivre ça à petite, moyenne ou grande échelle. C'est toujours très stressant des rénovations. Ça coûte toujours plus cher qu'on pense. Ça nous sort toujours de notre zone de confort. On se retrouve toujours dans des dynamiques pas faciles avec des collaborateurs, des professionnels ou des entrepreneurs, ne serait-ce du fait que souvent on connaît pas ça, puis on se sent insécure dans ça. Fait que bref, ce que je me suis rendu compte, c'était que j'étais pas toute seule là-dedans, mais sur le coup, j'étais comme « Oh mon Dieu! » Genre, je veux dire, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Puis t'as pas de support. Et j'ai aucun support. Et tout le monde me dit des choses qui sont contradictoires. Je ne sais plus qui croire. Je sais pas vers qui me tourner. À chaque fois que je me tourne vers quelqu'un, ils me disent « Ah oui, parle à telle personne » ou « Ah, fais-moi confiance, ma belle », un ou l'autre. Genre, le « fais-moi confiance, ma belle », je l'ai tellement entendu. Ma petite madame. Oui, j'ai eu ma petite fille quelquefois aussi. Ah oui, OK. Ouais, j'ai ma petite fille quelquefois aussi. Fait que ce genre de situation-là. Fait que je te dirais, c'est ça. Fait que ça a commencé avec un gros projet qui allait franchement très mal. Fait que dans le fond, pour y aller un peu dans l'autre idée de notre concept, toi, t'as fait tout à fait le contraire. T'as commencé avec la pratique, puis après ça, tu t'es rendu compte peut-être que ça aurait pris de la théorie, puis à place de laisser les autres faire les mêmes erreurs que toi t'as faites, t'as parti Les Filles de la construction. Ben oui, exactement. En fait, moi, j'ai fait l'erreur que beaucoup de gens font, là. C'est que je me suis dit, je vais engager un entrepreneur, puis c'est sa job.
puis c'est tout. Tu comprends ce que je veux dire? Pas de suivi. Ben, pas nécessairement pas de suivi, mais tu sais, je me suis dit, j'ai pas besoin de connaître ça, j'ai pas besoin de savoir les étapes, j'ai pas besoin de savoir comment ça marche, j'ai pas besoin d'aller vérifier les choses à chacune des étapes. Et ça fait que j'étais très dépendante d'un entrepreneur. Et puis bon, moi, j'ai changé d'entrepreneur comme 4 fois pendant mon projet. Fait que là, au fur et à mesure, tu comprends que il y a des bons entrepreneurs, qu'il y en a des moins bons. Tu comprends que, moi, j'ai compris que j'étais vraiment pas équipée pour les reconnaître parce que je connaissais pas ça, j'avais pas la théorie pour ça. Puis aussi, tu comprends qu'à la fin de la journée, même si t'es le meilleur entrepreneur au monde, il reste que c'est ton projet. C'est toi qui vas habiter ça. C'est tes sous, c'est ta vision. Fait qu'à la fin de la journée, l'entrepreneur, là, il peut prendre une décision qui fait du sens d'un point de vue de construction et qui fait aucun sens avec toi, ce que tu voulais ou avec toi, comment tu veux ta maison. Et c'est quelque chose qui est super stressant puis qui est super angoissant. Et donc, moi, je pensais que je me lançais dans un projet de construction dans lequel ce que j'aurais besoin de faire, c'est choisir de la céramique. Puis j'étais vraiment excitée, là. Oui. Puis je me suis retrouvée à devoir comprendre comment fonctionnait la mécanique de mon bâtiment, comprendre comment fonctionnait la plomberie, à essayer de comprendre comment fonctionnait l'isolation, à comprendre qui venait quand, dans quel ordre, à comprendre comment faire la gestion de ton projet. Ben oui, finalement, parce qu'à la fin de la journée, selon l'entrepreneur que t'as plus ou moins une gestion de projet à faire, mais t'as toujours de la gestion de projet à faire, t'as toujours du contrôle de qualité à faire, puis il faut toujours que tu sois sur place puis que tu comprennes comment ça marche. Sinon, pour le meilleur ou pour le pire, t'es la petite madame qui est dépendante du bon vouloir et du bon talent de la personne qui est devant toi. Et au Québec, on va se le dire, avantage, inconvénient, c'est surtout un inconvénient. Il y a pas vraiment de barrière à l'entrée dans le domaine de la construction. Donc, on trouve de tout. Il y a des très bons entrepreneurs, il y en a des extraordinaires. Moi, le nombre d'entrepreneurs qui m'ont sauvé la peau pendant ce projet-là, je veux dire, je serais ruinée et plus en état de rien faire si ça n'avait pas été de certaines personnes là, vraiment qui ont été extraordinaires. Comme j'ai rencontré des gens qui n'ont pas d'affaires à être en affaires. Qui n'ont pas d'affaires à entrer en affaires ou qui n'ont surtout pas d'affaires à venir travailler sur la maison des gens, qui, on va se le dire, qui est un organisme, là, un bâtiment, là, c'est comme que tu peux ruiner en prenant des mauvaises décisions et que tu peux renforcer en prenant les bonnes décisions. Fait que, écoute, j'ai trouvé que c'était terrible, que surtout en tant que fille, j'avais pas d'amis qui travaillaient en construction, je connaissais vraiment pas ça, puis j'ai vraiment eu l'impression que de me faire traiter comme une petite fille qui connaissait pas ça, puis de faire dire demande à ton chum. Tu sais, mon chum connaît pas plus la construction que moi, je sais pas quoi dire. Fait que sur ce sujet-là, en fait, les filles de la construction, c'est principalement pour les filles, mais c'est aussi pour tout le monde qui connaît pas la construction. Oui, exactement. Honnêtement, là, genre, bon, il y a une intention féministe, là, quand même, derrière le projet, où est-ce qu'on va se le dire. À l'heure actuelle, 2025, 96,2% de l'industrie de la construction, c'est des hommes. Fait que, on fait le calcul dans le sens inverse, 3,8% de femmes. Croyez-le ou pas, c'est une franchement bonne augmentation dans les dernières années. Oui. Vraiment. Je veux dire, on en rit, mais c'est la réalité. Et puis, on est vraiment défavorisé dans notre projet de rénovation quand on connaît pas ça. C'est dur de trouver les bonnes personnes. On ne sait pas si on a la bonne personne. Et souvent, quand on a la bonne personne, on va l'aliéner parce qu'on lui fait pas confiance, parce que on connaît tellement pas ça qu'on n'est pas sûr que c'est la bonne personne. Et là, donc, ça crée une autre dynamique qui est complexe avec un entrepreneur qui aurait pu être très bon, avec qui ça aurait pu très bien aller. On part vraiment mal. Que t'as, toi, dans le fond, quand tu parles avec un entrepreneur, qu'est-ce qui te fait dire que c'est un bon entrepreneur, un mauvais entrepreneur? Comme, ça a pris comme 4 fois, t'as changé d'entrepreneur 4 fois. Bon, quelles sont les premières choses que t'as remarquées dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième? Quelles sont les choses que t'as remarquées dans le quatrième qui faisaient qu'il était bon aussi? Comment dire? Je pense que, sans parler des entrepreneurs, je peux parler un petit peu de ma posture. Quand j'étais avec les entrepreneurs. Le premier entrepreneur, j'étais comme, hey, salut, j'ai un projet, je sais pas trop ce que je veux faire, qu'est-ce que t'en penses? On pourrait s'en aller là, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. T'es arrivée avec trop d'idées, là. Je suis arrivée avec beaucoup de choses qui n'étaient pas claires. Et donc, tu sais, déjà, la base pour l'entrepreneur, il vient d'avoir un flag projet compliqué. Et aussi, c'est pas exactement genre où est-ce qu'il s'en va avec un projet comme ça. Mais là, il se dit, OK, c'est une cliente qui sait pas ce qu'il veut. Tu sais, c'est une cliente, c'est une cliente qui a possiblement changé d'idée en cours de route. C'est une cliente qui a besoin d'être prise par la main puis qui a besoin de gestion. En fait, j'ai pas vraiment posé de questions non plus à mes entrepreneurs. Mais en fait, c'est pas vrai. Je posais des questions que vous allez tous trouver peut-être pertinentes. Les entrepreneurs qui nous écoutent les trouveront pas tant pertinentes. Fait que combien ça coûte? Combien tu penses que ça va coûter ça? Non, mais tu sais, si t'essayais de m'estimer vraiment un prix, ça ressemblerait à quoi? Puis,
sais, combien ça coûte une salle de bain, combien ça coûte une cuisine, puis là, tu sais, ça dépend, tu sais. Oui. Puis là, fait que c'est ça, fait que j'ai honnêtement choisi un entrepreneur au départ qui m'a été quand même référé, donc c'est toujours mieux d'aller avec une référence de quelqu'un qu'on connaît. Bon, contexte de la COVID, fait que c'était peut-être un petit peu plus difficile et j'ai choisi, entre autres, pour le prix. Ça, c'est pas recommandé. Non, c'est pas recommandé. Et on va se le dire, on a tous des enjeux de budget. Fait que le prix est toujours important, tu sais, dans ce qu'on fait, OK? Mais genre, truc de négociation, là, 101, là, je vous le donne, OK? Le prix, c'est la dernière chose qu'on négocie. Oui. Tu choisis ton entrepreneur en premier ou tu choisis tes entrepreneurs potentiels en premier, puis ensuite, tu t'en vas négocier le prix. C'est comme, ça vient complètement briser la dynamique de négociation, puis aussi ta perception, c'est un prix qui est attaché à l'entrepreneur, au lieu de choisir ton entrepreneur en fonction du fit, en fonction de son fit avec toi, mais aussi en fonction de son fit avec le type de projet que tu vas faire. Exactement. C'est ultra important, là. Parce que, tu sais, un entrepreneur qui est spécialisé dans des gros projets, tu sais, qui fait des rénovations complètes de maisons, genre de A à Z, qui fait des agrandissements, qui fait des constructions neuves, si tu lui demandes de faire ta salle de bain, c'est moins intéressant aussi. Tu tombes un peu dans le fond des projets moins... L'ampleur du projet est beaucoup plus petit pour lui. C'est moins intéressant pour lui. Moins intéressant pour l'entrepreneur, tu seras pas sa priorité. Le moment que tu vas commencer à demander du temps, il va être là, ça n'a pas valu la peine que je prenne ce contrat-là. Fait que là, on se retrouve dans une dynamique qui est pas géniale. Sens inverse, c'est vrai aussi. C'est comme, par exemple, tu fais une rénovation genre complète de ta maison et là, tu dis, hey, cet entrepreneur-là qui fait généralement des salles de bain, là, je vais être son plus gros projet. Là, on se retrouve souvent dans, vous allez faire, l'entrepreneur va apprendre sur votre chantier. Oui. Ce qui est généralement pas ce que vous voulez, parce que ce qui coûte le plus cher en réno, c'est les erreurs. Oui. Fait que quand justement tu négocies ton prix avec ton entrepreneur ou avec tes professionnels, puis que tu essaies de sauver quelques centaines, quelques milliers de dollars à la base, tu as peut-être sauvé 1500 $ au début pour avoir une erreur à 15 000 $ après. Ouais, c'est fait ça. Il y a comme quelque chose dans ça. Mais bref, pour revenir à la question, parce que j'ai vraiment de la facilité à m'étendre sur ces sujets en long et en large. Pas de problème, c'est super intéressant. Mais pour revenir à la question, donc, première entrepreneur, j'étais vraiment très candide, très genre, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux m'aider? Quoi que ce soit, tu sais. Puis je dirais que, tu sais, ma posture a évolué d'un entrepreneur à l'autre jusqu'à ce que j'arrive avec, tu sais, mon dernier entrepreneur avec qui j'ai travaillé, où est-ce que je savais vraiment ce que je cherchais et ce que j'avais besoin pour mon projet. Mon projet était super clair. Et puis, je savais aussi ce que je cherchais dans un entrepreneur. Pour moi, la communication avec l'entrepreneur est clé. On se rappelle, je m'étais fait ghoster par mon premier entrepreneur, tu sais, dans ce genre de situation-là. Fait que ça fait partie des communications que j'ai eues avec mon entrepreneur, de toi, comment tu communiques. Tu sais, genre, est-ce que tu communiques par message texte? Est-ce que tu communiques par téléphone ou par courriel? Quand il se passe des choses sur les chantiers, genre, comment ça se passe? Comment est-ce que tu me partages l'information? Quand est-ce que tu me partages cette information-là? Oui, c'est ça. Je fais toujours maintenant ajouter dans tous mes contrats, même si, by the way, c'est pas nécessaire, là, parce que ça fait partie, ça fait partie, genre, des règles générales qui sont implicites dans tous les contrats, mais je l'ajoute juste pour que l'entrepreneur... Pour que ça soit écrit. Puis pour que l'entrepreneur soit clair là-dessus, qu'il n'y a aucune augmentation de prix, genre, qui peut être faite, ou aucun travaux qui augmente le prix sans une approbation écrite de ma part. Et ça, je le fais ajouter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de discussions puis de tensions qui arrivent avec des entrepreneurs quand, genre, oui, mais regarde, j'ai fait ça, puis ça a pris plus de temps, et c'est ça, puis là, t'es comme, hey, je comprends, mais je suis vraiment fâchée que tu me l'aies pas dit. Puis à l'inverse aussi, c'est intéressant parce que dans le fond, toi, c'est quelque chose de rassurant d'avoir ça sur un contrat, mais peut-être que les entrepreneurs peuvent aussi prendre l'initiative puis mettre ça sur leur contrat parce que dans le fond, tout le monde gagne, là. Oui, si c'est communiqué, c'est approuvé. Écoute, si le client l'a déjà approuvé puis que tu l'ajoutes sur sa facture après, le client l'a approuvé. Il y en a plus de questions. Fait que c'est facile, t'as plus de mauvaises surprises à la fin, c'est vraiment, tout a été communiqué. Fait que c'est un avantage pour les entrepreneurs, ça. Oui, puis tu sais, genre, bon, moi, je travaille avec beaucoup de femmes qui font des gros et petits projets de réno, puis l'enjeu numéro 1 avec les entrepreneurs, en général, c'est la communication. Peu importe comment le vire, là, c'est ça, c'est une mauvaise gestion des attentes ou c'est que soit du client ou soit de l'entrepreneur, que le client voulait quelque chose puis qu'il l'a pas clairement exprimé, que l'entrepreneur a fait des choix
des fois des petits choix sur le chantier qui ont beaucoup dérangé le client. C'est le genre de choses qui arrivent tout le temps. Fait que bon, pour moi, la communication était clé. C'est quelque chose que j'avais aussi clairement établi. Quelque chose que j'ai aussi vraiment changé dans ma façon de faire quand j'engage des entrepreneurs. Là, ça va sembler drôle, mais moi, je paye quand je demande des soumissions, quand je sais que je suis pas sur le point de faire mes travaux pas mal tout de suite ou que j'ai peu de chance d'engager l'entrepreneur. Des fois, je fais faire des soumissions pour des travaux que je me dis, ce serait peut-être cool de faire ça plus tard. Je veux avoir une idée de combien ça va coûter, quoi que ce soit. Dans ce temps-là, j'appelle les entrepreneurs qui m'ont été référés. Je leur explique la situation. Je leur dis, écoute, c'est quelque chose que j'entrevois pour le futur. C'est pas tout de suite. Genre, est-ce que je peux te payer à l'heure pour me faire ma soumission? Okay? Ça fait que j'ai vraiment des meilleures soumissions. Parce que je paye les gens pour leur temps. Alors que sinon, là, quand on va dire à un entrepreneur, salut, j'ai un projet pour dans 2 ans, OK? Genre, l'entrepreneur... Il viendra même pas. Il viendra même pas faire ta soumission. Ou s'il vient, il va le faire sur un coin de table, il va te donner un prix élevé en se disant si jamais elle veut ou pas, ou il va te donner un prix bas en disant si elle me rappelle, je vais augmenter le prix. Tu sais, on s'entend, genre l'entrepreneur est occupé aussi, l'entrepreneur va pas venir soumissionner pour un projet qui est pas un fit avec ce qu'il fait ou qui est pas non plus, qui pense pas qu'il va avoir. Puis tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut se rappeler, là. T'sais, le temps de tout le monde a de la valeur, notre temps en tant que client a de la valeur, puis c'est frustrant quand les entrepreneurs nous répondent pas. Mais quand on demande à des entrepreneurs de travailler pour nous faire des soumissions gratuites qu'on n'a jamais l'intention d'utiliser, on leur fait perdre leur temps aussi, puis ça crée une mauvaise dynamique de départ, moi, je trouve. Puis moi, je trouve ça vraiment frustrant de payer une prime quand j'engage un entrepreneur pour toutes les gens qui lui ont fait faire des soumissions puis qui l'ont jamais rappelé. Puis il faut qu'il se rattrape sur d'autres clients. Moi, genre, ça me frustre. Puis je comprends que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'industrie puis c'est beaucoup plus difficile pour les entrepreneurs de convaincre un client de payer pour une soumission bien faite. Mais tu sais, si tu veux qu'un entrepreneur passe 10 heures à genre regarder genre ton projet puis étape par étape. Vraiment avoir quelque chose de détaillé. D'avoir quelque chose de détaillé puis d'avoir les bons prix, là. Pas d'avoir genre je te l'estime à la hausse pour être sûr de rentrer dedans ou je te l'estime à la baisse pour avoir le contrat, tchac. Je veux dire, je n'ai vu beaucoup de contrats dans les 4 dernières années, là, je peux probablement estimer un prix avec un grosso modo 25% de marge, là, genre c'est assez vite juste en le regardant. Probablement beaucoup d'entrepreneurs peuvent le faire, beaucoup mieux que moi, beaucoup plus rapidement aussi. Est-ce que ça va correspondre à ce que le client voulait? Est-ce qu'il va être allé dans les détails? Est-ce que ça va être ce que le client va payer au final? Non. Est-ce que cette soumission-là va l'aider à faire avancer son projet? Non plus. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a vraiment un travail très, très important et du côté du client et de l'entrepreneur de comprendre la posture de l'autre, puis le rôle de l'autre, puis c'est quoi les enjeux pour l'autre personne, puis d'avoir beaucoup de respect pour ce que la personne est en train de vivre. Moi, tu sais, en tant que cliente, là, moi, c'est comme les entrepreneurs, ils se rendent pas compte là, qu'à chaque fois qu'ils me disent « Oui, ma belle, je vais venir demain », là, puis qui viennent pas, là, je suis en train de devoir redéplacer 8 personnes pour après. Puis là, genre, il faut que je déménage, là, puis je vois, genre, les dates se rapetisser, puis là, je passe de « ça va être prêt, il y a pas de problème » à « je vais déménager, genre, que la peinture sera pas faite », « je vais déménager, le plâtre sera pas fait », « je vais déménager, puis j'aurai pas de salle de bain ». Tu sais, c'est comme ça déménage, que ça le même principe à l'inverse de l'entrepreneur qui fait sa soumission, qui fait le suivi, que comme le nombre de temps que les entrepreneurs passent à soumissionner des clients qui, eux aussi, ghostent. Bon, ça, c'est un problème de la société en général, là, le ghosting. On peut parler du ghosting en long et en large, là, tu sais. Mais moi, je pense qu'à la fin de la journée, tu sais, un des problèmes là, qu'on a dans l'industrie de la construction, c'est que d'habitude, les relations sont pas égalitaires. Puis, à travers le projet, le niveau de pouvoir peut changer de place. Hein? Fait que des fois, ça va être l'entrepreneur qui va se trouver d'être dans une situation inférieure, qui va être un peu plus difficile. En début de projet, souvent, c'est nous, en tant que cliente, qui sommes dans une posture inférieure où est-ce qu'on connaît pas ça, puis où est-ce que l'entrepreneur peut un peu nous faire... T'sais, genre peut un peu dire puis nous faire accepter un peu n'importe quoi. Mais je pense que ultimement là, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'on trouve des façons genre d'avoir une relation de partenariat égalitaire. Puis quand on est dans une relation où est-ce que hey, je veux gagner, que ce soit l'entrepreneur ou que ce soit le client, personne gagne. T'sais. Non. Fait que c'est un très bon point. En fait que la communication, ça c'est quand même assez facile à appliquer dans le pratique. C'est juste de bien communiquer. C'est quand même assez facile à appliquer. Je pense que c'est le travail d'une vie d'apprendre à bien communiquer. Oui, définitivement. Mais je veux dire, c'est tout le monde travaille là-dessus, dans le fond. Fait que dans le fond, d'appliquer ça dans les projets de rénovation dès le départ. Puis aussi de bien comprendre son besoin. Comme tu disais, là, au début, tu as commencé, tu comprenais pas bien ton besoin, c'est difficile de le communiquer. Fait que se faire d'un questionnement à soi-même, qu'est-ce que je veux, bien le communiquer ensuite, puis ça part mieux.
Oui, absolument. Mais tu sais, en fait, quelque chose qui est important de savoir aussi, c'est que pour pouvoir bien communiquer son projet de construction, il faut qu'on comprenne bien comment fonctionnent les différentes étapes de notre projet, puis c'est quoi l'impact aussi de nos demandes. Fait que je pense que moi, tu sais, c'est une des choses, tu sais, c'est une des plus grosses choses là, pour moi, là, c'est que j'avais des demandes où est-ce que moi, ce que je voyais, c'était juste le résultat, comme la plupart des clients, puis ça me semblait simple. Puis des fois, tu demandes quelque chose, puis tu sais, il n'y a rien de simple dans ça. Non. Puis tu peux demander quelque chose dans lequel il n'y a rien de simple, puis là, tu vas demander un projet, puis là, tu comprendras pas pourquoi le projet est soumissionné à 500 000 $ tout le temps, pourquoi il est soumissionné à 500 000 $ tout le temps. Puis là, tu sais, là, tu peux quelqu'un d'autre qui peut le garder, qui connaît plus ça, peut dire, regarde, là-dessus, ça a tel impact sur les coûts. OK, ça a tel impact sur les étapes qui viennent après. Ça va affecter telle affaire puis telle affaire. Il y a comme, tu sais, tout ce truc-là, genre, tu sais, d'effet domino, peu importe comment on le verra en construction, que je pense qu'il est super important de savoir puis de connaître pour être capable de faire des bons choix de départ, en premier lieu. Mais aussi, après ça, pour être capable de bien communiquer avec son entrepreneur qui est sur place ou avec les gars qui sont sur le terrain. Quelque chose qui est très intimidant, souvent au début, c'est comme, moi, la première fois que j'ai parlé avec un entrepreneur, là, il me posait des questions, puis il me parlait de mon chantier, OK, puis je pense que je comprenais un mot sur deux de ce qu'il disait. Puis, je veux dire... Le vocabulaire, juste à la base. Juste le vocabulaire à la base. Fait que ça me faisait me sentir super insécure. Cette insécurité-là, par essai, faisait pas en sorte que l'entrepreneur sentait comme que j'étais en contrôle de mon projet puis que c'était un projet qui allait être facile puis qui allait bien aller. Ça, c'est plate à dire, mais comme dans la négociation, ton prix vient d'augmenter parce que tu as comme un flash autour de toi qui est comme client difficile, tu sais, à ce niveau-là. Alors que quand tu es capable de bien expliquer aux entrepreneurs dans leur langage ce que tu as besoin, l'entrepreneur est comme, OK, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, genre, elle a fait ses devoirs, puis ça diminue vraiment les problèmes de communication de pouvoir parler avec le même langage. Là, puis au rôle inverse, qu'est-ce que tu recommandes à des entrepreneurs qui apportent sur le chantier vers le client pour que le client qui a pas cet apprentissage-là comprenne mieux? C'est une excellente question. J'adore cette question. Okay? C'est quelque chose que j'adorerais éventuellement travailler avec des entrepreneurs, genre les aider à se mettre dans la peau du client. Mais moi, je pense que ce qui serait vraiment, vraiment important que les entrepreneurs fassent, c'est qu'ils fassent de l'éducation envers leurs clients. Puis qui impliquent le client genre dans toutes les étapes. Puis au lieu moi, quelque chose que je me suis fait vraiment souvent, je me suis fait souvent demander, hey, on fait ça ou on fait ça? T'sais, dans des situations où est-ce que t'es comme, oui, mais c'est quoi ça et ça? Exact. Puis surtout, t'as aucune idée de l'impact que le ça et ça va avoir. Fait que là, tu te demandé, on fait ça ou on fait ça? Là, tu paniques. Puis là, tu finis par dire, on fait ça. Genre, exemple, on met, on attache le truc de douche, genre, au milieu ou à gauche. T'es comme... C'est quoi les impacts? C'est quoi les impacts? C'est ça. Fait que, tu sais, vraiment d'expliquer c'est quoi les impacts, puis c'est quoi les impacts, pas sur l'étape-là, mais sur toutes les étapes qui vont venir après. Tu sais, ce genre de choses-là. Fait que moi, c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu avoir de mes entrepreneurs qui m'expliquent, on a une problématique, voici les options, voici ce que je suggère. Qu'est-ce que t'en penses? Quelque chose qu'on oublie aussi, là, souvent, là, c'est que les entrepreneurs font les choses depuis longtemps, puis ont une façon de faire, puis ils sont habitués d'aller automatiquement vers ces façons de faire-là parce qu'ils ont l'expérience. Des fois, c'est la meilleure façon de faire, mais des fois, il y a d'autres options qu'ils n'ont pas considérées puis auxquelles ils n'ont pas pensé. Puis moi, le nombre de fois où est-ce que je me suis fait appeler par un entrepreneur qui était là, genre, Marie, on a un problème, puis ça va coûter 60 000 $ de plus. Tu sais, c'est arrivé, genre, 3 fois, OK? Puis là, j'étais comme, tu veux crier? Parce que t'es comme... J'ai pas cet argent-là. Non, jamais, tu sais. Puis j'ai dû le dépenser sur quelque chose que j'étais pas supposée dépenser il y a 3 semaines, tu sais, ce genre de situation-là. Et là, genre, tu fais, OK. Puis là, t'es là, je comprends, mais non. Fait qu'on va s'asseoir jusqu'à ce qu'on trouve une solution, OK? Puis, genre, généralement, là, puis pas toujours, mais souvent, là, en jasant, puis en brainstormant, puis en amenant notre perspective autre, là, qui est extérieur, qui pose des questions, puis qui pense juste outside the box, là, il y a plusieurs fois où est-ce que je m'en suis tirée à, OK, problème à 60 000 $ qui va coûter 7 000 $, là. Où est-ce que c'était comme, OK, on va vérifier les options, on va discuter, je vais rappeler 4-5 personnes, genre, à ce moment-là, j'étais rendue un petit peu mieux connectée en construction, fait que là, genre, j'avais des amis qui pouvaient me donner de, t'as-tu pensé faire ça, tu pensais faire ça, mais si tu pensais de telle façon, ça fait vraiment, vraiment une grosse différence, là. Puis je vais revenir sur le point où tu disais que les entrepreneurs peuvent éduquer les clients. Puis je m'imagine là, avec un entrepreneur ici aujourd'hui qui dirait « Ouais, mais c'est long, j'ai pas le temps. » Sauf qu'en même temps, je me dis, si on l'explique dès le départ,
tu sauves tellement de temps à long terme sur ton projet. Justement, ta cliente difficile, elle devient beaucoup plus facile à gérer parce qu'elle a compris dès le départ. Fait que, tu sais, ce temps-là, des fois, ça vaut l'investissement. C'est un peu ce que je voulais lancer, là, c'est ça va des deux bords, c'est sûr. Ça va vraiment des deux bords. Oui. Mais tu vois, c'est nous, un feedback qu'on a d'entrepreneurs qui travaillent avec nos membres, que j'ai eu à quelques reprises, à chaque fois, je suis tellement fière de mes membres, puis je suis tellement contente de l'entendre. Mais c'est comme, on le voit tout de suite quand les gens sont passés par vos formations. Ils posent tellement des bonnes questions, puis ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. C'est vraiment facile de travailler avec eux comme clients, tu sais. Puis je suis comme, cool, parce que moi, genre, pour m'écouter, ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que mes membres sont en train de payer moins cher pour leur projet. Oui. Parce qu'ils sont rendus des bonnes clientes, sont rendus des clientes qui savent où est-ce qu'ils s'en vont, puis sont des clientes le fun et facile pour les entrepreneurs. Ça, ils coûtent moins cher à l'entrepreneur aussi en temps, parce que c'est beaucoup plus agréable de travailler avec eux, ils peuvent faire plus de projets en même temps. Exactement. Puis tu sais, c'est comme, on focus quand même beaucoup sur la négociation dans nos formations, puis à chaque fois, mais ce qu'on explique aux gens, tu sais, puis beaucoup de femmes sont pas à l'aise avec le concept de négocier. Puis à chaque fois, ce qu'on leur explique, c'est comme négocier avec un entrepreneur, c'est pas essayer de gagner. Non. C'est pas essayer de lui dire, hey, fais pas d'argent pour que moi je fasse de l'argent. C'est comme, on s'assoit ensemble, puis comment est-ce qu'on collabore, puis comment est-ce qu'on travaille pour que ça me coûte moins cher, puis que tu fasses plus d'argent. Ça, c'est une bonne négociation. Quand tout le monde... Gagnant. Oui, c'est ça. Puis je pense que des deux côtés, il faut que ce soit la posture. Il faut que l'objectif de l'entrepreneur, ce soit que tout le monde gagne. Puis il faut que l'objectif du client, que ce soit tout le monde gagne. Puis à partir du moment où est-ce que l'entrepreneur a l'impression que tu veux, genre, tu sais, manger la laine sur le dos, puis que le client a l'impression que tu veux l'avoir. Défensive, tu fermes. Mais là, il n'y a plus aucune chance que le projet aille bien. Ouais, puis un projet avec un entrepreneur, là, c'est comme pratiquement te marier avec l'entrepreneur pour la durée du projet. Là. C'est comme, ça devient intense comme relation. Là, Super. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Marie-France. C'était vraiment très intéressant. Puis, en même temps, juste pour vous aviser, on va lancer pour la Journée de la femme. Fait que je suis super contente que ce soit toi aujourd'hui. Puis, ça m'a fait vraiment plaisir. Ben, j'ai été contente d'être avec toi aussi, Fred. J'espère que j'ai un peu répondu aux questions. Oui. Comme tu sais, j'ai tendance à m'emporter par les sujets, puis des fois d'oublier où est-ce qu'on a commencé. Mais écoute, on a réussi à revenir. On a réussi à revenir à toutes nos questions. C'est parfait. Alors, c'était notre premier épisode de Entre briques et bureaux. Merci d'avoir été avec nous. Suivez-nous pour plus de contenu.